Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission FAG, Focus sur les actions du gouvernement. Pour ce premier numéro de l'année 2024, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir sur ce plateau le ministre d'État, ministre de la Défense nationale. Bonjour Monsieur le ministre d'État, bienvenue sur ce plateau de la cellule de communication du gouvernement. Monsieur le ministre d'État, dites-nous, quelles sont les actions concrètes réalisées au sein de votre département? Nous savons qu'il y en a beaucoup sur le plan des infrastructures, de la formation, des équipements et également des entraînements. Merci beaucoup, madame. C'est un plaisir pour moi d'être invité par votre émission. Et au cours de l'année 2023, nous avons essayé de réaliser quelques actions fonction du budget alloué au ministère de la Défense nationale sur les différents secteurs que vous venez d'énumérer, c'est-à-dire la formation, l'équipement, l'entraînement, les infrastructures. Alors, il faut retenir que nous n'avons pas peut-être les moyens de tout ce qu'il y a à faire et un peu de temps, mais nous avons réalisé avec un budget de 446 milliards d'investissements au ministère de la Défense nationale, quelques infrastructures et du point de vue formation, nous avons des formations à l'intérieur de la Guinée, des formations à l'extérieur de la Guinée, les infrastructures stratégiques et opérationnelles ont été réalisées, ainsi que les équipements. Très bien, Monsieur le ministre d'État. Donc, la première question concerne les infrastructures. À ce niveau, quel a été le travail fait? En 2023, nous avons réalisé des infrastructures tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays. D'abord, vous savez, il y a eu en 2022 la titrisation de certains projets, notamment ceux avec le groupe Kikopress, avec des centaines d'infrastructures. En 2023, on a pu, l'entreprise Kikopress a pu achever et puis remis à l'armée 534 infrastructures, 534 ouvrages. Très bien. Qui ont terminé, qui ont été entamés depuis 2009. Ensuite, nous avons construit 10 compagnies d'infanterie. Il faut savoir que les compagnies, au niveau du découpage de l'armée, les compagnies se trouvent au niveau des préfectures et des sous-préfectures, en fonction de leur situation géographique. Et au-delà de ces 10 compagnies, nous avons installé et construit et installé 5 bases aériennes. C'est-à-dire les bases aériennes sont des subdivisions de l'armée de l'air qui se trouvent au niveau des 4 régions naturelles. Mais il y a des bases stratégiques qui doivent être construites. Donc nous avons la base aérienne de l'Abbé, la base aérienne de Farana, la base aérienne de Zérekouré, la base aérienne de Kanka et la base aérienne principale de Conakry, où se trouve l'armée de l'air. Et nous avons pu construire aussi 3 régions opérationnelles maritimes. Si l'armée a 4 régions opérationnelles, en fonction de la géographie, l'armée de mer, ce que vous appelez la marine, a 3 régions opérationnelles maritimes avec 2 bases navales. Les 3 autres régions opérationnelles maritimes et les 2 bases navales ont été construites, notamment les bases navales du Benti et de Bofa. Au niveau de l'armée, l'un de nos rôles, c'est la sécurisation des frontières. L'armée, c'est aux frontières, et il s'est trouvé que
les postes d'appui, qu'on appelle couramment les PA, postes d'appui ou points d'appui, ça dépend de l'importance. Ces points d'appui se trouvent au niveau des frontières, donc à quelques mètres des pays voisins, où les deux troupes se font face en assurant la sécurité, en coordination bien sûr avec les textes qui nous sont communs. Et il se trouvait qu'au niveau de ces frontières, les Guinéens étaient mal lotis. Ils étaient mal logés, les armes aux intempéries, les hommes eux-mêmes. Donc nous avons pu construire en recensant en fonction soit de la position stratégique du point d'appui, soit en fonction du délabrement. On a pu construire le long des frontières 24 PA. Or, les localités donnaient 24 points d'appui le long des frontières. Et vous savez, l'un des projets phares du président de la République, c'est le Britannique militaire. Parce que, comme disait Mao Tse-tung, la marche de 1000 km commence par un pas. Alors, depuis 65 ans, on n'avait pas eu de Britannique militaire. Nos cadres formés dans les Britanniques militaires ont toujours été dans les autres pays. Et on ne peut pas avoir la génération de cadres techniques compétents, patriotes, avec la formation dans divers pays, sans une doctrine nationale de formation, une idéologie patriotique nationale dans notre propre école. C'est pour cela que le président a créé cette école. Mais l'école se trouve actuellement dans le lycée. Le lycée, l'armée a commencé à construire un collège et un lycée dans l'enceinte du camp Alpha. Tout à fait. L'enseignement préuniversitaire, mais avec le budget du ministère de la Défense. Et c'est une partie de ce collège-lycée qui a été achevé pour abriter le Britannique militaire. Mais pour une vision stratégique, la Guinée, à long terme, pour marquer cette école dans la durée, il y avait une place prévue à Tabili, dans la préfecture de Koya, où on a 65 hectares pour le Britannique et 650 hectares pour tout le reste de l'armée. Là, on a commencé dans le budget 2022, il avait été prévu la construction de ce Britannique militaire. Et en 2023, les études sont finies parce qu'on ne fait pas seul. Il faut l'accord du ministère des Finances, il faut l'administration des grands projets. Quand toutes les procédures légales sont respectées, on a lancé en août 2023 la construction. Il faut savoir que le Britannique militaire, c'est tout un village, au moins de 65 bâtiments. Ouais. Alors, normalement, la remise des clés est prévue pour mars avril 2024. Et on avait aussi construit à l'abbé un centre d'accueil. Vous appelez hôtel, mais nous on dit centre d'accueil, où pour diminuer tout ça, les dépenses dans des hôtels privés, quand des autorités militaires guinéennes ou étrangères sont en déplacement qui logent dans des hôtels. Mais il faut savoir que les infrastructures militaires sont autant pour l'armée que pour la population civile. En cas de danger ou quoi que ce soit, les gens peuvent y être là, abrités, comme ça peut être du jour au lendemain, une infrastructure militaire peut être transformée en hôpital, en centre d'accueil, comme on a vu avec le camp Kamen, quand donc a été en rénovation, tout est devenu un hôpital. Donc on a fait un centre d'accueil à la baie, à l'image de Karta, à l'image de Kissidougou, et tant d'autres. Et le point important cette année, c'est la construction d'un hôpital démondialisé. Cet hôpital a une capacité de 50 lits d'hospitalisation avec la chaîne complète du laboratoire, l'électrophorphorèse, l'ionogramme, tout ce qu'il faut, et 20 lits démondialisés. Et ça prend 4 heures, donc pratiquement il peut dialyser 60 personnes par jour. Par jour. Et ça va amuser
de pauvres citoyens qui ne peuvent pas être pris en charge dans une clinique, qui ne peut pas être évacué, et plus les militaires. Donc c'est à la disposition de toute la population, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est le contribuable guinéen qui l'a fait. Ensuite, l'hôpital militaire de Grand Samori, qu'on a essayé de rénover, le bâtiment existait, tout ça, mais d'adapter l'ergonométrie, l'usage à nos besoins actuels. Donc, c'est complètement équipé avec les différents cabinets, l'ophtalmologie, l'ORL, la chirurgie et l'imagerie jusqu'au niveau du scanner, avec une capacité chirurgicale de 6 au minimum pour les opérations les plus compliquées, à 20 opérations par jour actuellement. Donc, l'hôpital a été inauguré et nous sommes en train de rénover l'ancienne résidence du général Lansana Conté à des fins d'hiver, dont l'une des fins la plus indiquée au-delà des autres bâtiments, c'est de transformer le bâtiment principal en musée des armées. Parce qu'au fait, le problème du musée n'est pas tellement pris en compte chez nous. L'armée, c'est un lieu de mémoire, c'est un lieu de reconnaissance. Donc, c'est dans quelques semaines, les travaux vont finir. Nous allons déménager le musée, les pièces muséales qui se trouvent actuellement au niveau de l'état-major de l'armée de terre et au niveau de la réserve de Kaka, pour tout ce qui est de tout ce qui est Conakry. Les 4 ailes du bâtiment, chaque aile abritera les pièces muséales des 4 armées, c'est-à-dire l'armée de terre, l'armée de l'air, l'armée de mer et la gendarmerie nationale. Très bien. Le prochain point, monsieur le ministre d'État, c'est la formation. Qu'est-ce qui a été fait sur le plan de la formation? Sur le plan de la formation, nous avons essayé de consolider nos acquis. D'abord, le projet de construction du siège de secrétariat avec les équipements dont le ministère de l'enseignement préuniversitaire a déjà donné le temps avec une ONG qui a offert un laboratoire aux Britanniques qu'on ne va pas installer dans l'actuelle école, mais on installera dans la future école, parce que c'est pour la durée. Ensuite, l'école d'état-major, qui est à sa 2e promotion maintenant, c'est très important parce que c'est les administrateurs, les planificateurs de l'armée. Mais aussi la formation à peu près de 8000 recrues, de citoyens qui ont été recrutés et qui ont connu la formation depuis la plus élémentaire jusqu'au niveau du tir des armes, ce qui n'est pas peu quand on connaît les moins revenus. Mais les autres formations, le cours d'application des officiers, la formation des spécialistes en armement, en munitions, en explosifs, et puis la campagne de parachutistes que vous avez tous suivi, en collaboration avec l'armée marocaine, on a pu breveter. Quand on a fait le saut, le nombre complet de 6, on a un brevet. On a pu breveter 650 militaires guinéens. Ce qui est installé. Voilà. Et tout en confondu, terre, air, mer, gendarmerie nationale, mais aussi les formations au niveau de la gendarmerie. La gendarmerie demande une formation continue, constante, parce qu'elle a affaire à la population, à la criminalité. Elle travaille au compte de tous les départements ministériels. La gendarmerie nationale, donc ça donne une formation continue, diverse, transversale. La création de l'école des officiers de gendarmerie en 2022 nous permet de perfectionner nos officiers de gendarmerie comme les officiers de l'armée de terre, mais aussi de former les officiers enquêteurs, qu'on appelle les officiers de police judiciaire. Nous avons au niveau de l'armée
L'armée en général, quand je dis l'armée, c'est terre, air, mer. C'est pour être plus Bien sûr. On a quand dit les forces armées, c'est armée de terre, armée de l'air, armée de mer, la gendarmerie. Très bien. Au niveau des armées, nous avons eu cette année 2023 1444 formations. 1444 éléments formés, je veux dire. Sur les 1444 éléments formés, il y a 941 qui ont été formés à Guinée, dans nos différents centres. Très bien, et le reste? Et à l'extérieur de la Guinée, nous avons pris en bois et formé, ou en cours de formation, 503 éléments qui sont déjà formés. Mais au moment où je vous parle là, il y a 754 militaires qui sont maintenant en formation. Ceux qui sont déjà rentrés 503, il y a actuellement 754 qui sont à l'étranger en formation. Sur les 754, il y a 94 élèves du Britannique militaire. Parce que nous, pas des Britanniques militaires de la Guinée, on envoie aussi dans les pays amis pour faire le Britannique militaire. Très bien. En termes d'équipement et d'entraînement, monsieur le ministre d'État? En termes d'équipement, on a acquis quelques équipements. Pas en totalité, mais les équipements sont en fonction des besoins du pays. Actuellement, il y a deux facteurs qui déterminent notre recherche d'équipement. Il y a d'abord la sécurité nationale, la sécurité nationale de l'ordre des frontières, sur les arcs, les sites sensibles, les lieux stratégiques. Il y a aussi l'autre volet, la participation de l'armée au développement socio-économique du pays. C'est dans ce cadre-là qu'on a voulu faire renaître le génie comme au temps de la Première République, parce que c'est le génie qui a blotti et Putimé, le Matam, le Sangwea, qui sortait, tout ça, et les bâtiments aussi. Et beaucoup l'aéroport de la baie, la route qui suit du Cancan avant. Le génie était beaucoup plus important. On a voulu faire la même chose et par un contrat, on a pu acheter des équipements afin que notre armée soit capable de faire une topographies, des débroussaillements, des ouvrages, jusqu'au niveau du béton bituminé. Donc l'équipement complet a été commandé et avant l'arrivée de l'équipement, on a pu recruter au moins 1000 jeunes universitaires, ingénieurs, topographes, géomètres, ferrailleurs, électriciens, qu'on a pu d'abord donner une formation militaire et qui sont, depuis près de 8 mois après leur formation commune de base, ils sont en formation technique, chacun dans sa spécialité, au siège du génie militaire à Sangwea. Alors, on a pu obtenir un permis d'exploitation de carrière de granit, parce que l'armée est une personne morale aussi. On a acheté la licence avec le ministère des Mines et de la Géologie. On a notre carrière et nous allons extraire des granites pour travailler en ce moment. Quand la population est en difficulté quelque part, lorsque le budget du ministère de l'Infrastructure ne suffit pas, ou quel travail demande une rapidité en fonction de l'urgence, des menaces, la catastrophe, l'armée peut se répondre. Ordonné par le chef de l'État d'aller exécuter ces travaux, et ce sera fait avec la NGM. L'avantage, c'est que l'État a déjà acheté les équipements, les militaires sont déjà payés en solde, il suffit juste de mettre à leur disposition les matériaux qui ne peuvent pas avoir les granites, les matériaux qui n'ont pas sous la main, ensuite simplement les nourrir pour qu'ils puissent faire le 3x8. Ça dit, cet effectif, ce recrutement a été fait en fonction de ça, nous pouvons avoir 4, 5, 6 chantiers et qu'il y ait le 3x8. À chaque 8 heures, une équipe vient pour que le travail puisse faire de la ces équipements-là sont obtenus. Ils sont déjà à Conakry, ils sont actuellement en installation. Ensuite, on a pu acheter
147 véhicules de transport. Les 147 véhicules, c'est pas que des pick-up que vous voyez. Il y a des véhicules de commandement, il y a des corbières, il y a des citernes à eau, des citernes à camion, il y a les ambulances, il y a des véhicules ateliers, il y a des machines de levage. C'est tout un tas de machines qui forment le combat ou la logistique jusqu'au niveau des camions villagers, tout ça. Ensuite, vu certaines localités où se trouvent notamment des points d'appui là, certaines localités, il n'y a pas, partout où l'armée se trouve, il n'y a pas de route partout où l'armée va. Il y a des points carrément à saison des pluies. Ces militaires-là, on leur donne tout, mais ils ne peuvent pas revenir. Donc, il faut les acheter des motos. On a pu acheter au moins 214 motos avec une vingtaine de tricycles pour le transport du personnel et pour le transport des denrées et autres là. Donc, au-delà de ces aspects, il y a d'autres aspects qu'on ne peut pas ici, que vous verrez, mais qu'on ne peut pas, c'est pas sur un plateau. Et ça, c'est toutes les armées du monde. On a des équipements majeurs de la marine, parce qu'on a 300 km de côte. Au-delà des sémaphores et des radars, il faut avoir des moyens pour assurer notre souveraineté sur nos territoires. Ensuite, l'armée de l'air aussi. L'armée de l'air, les avions définis pendant les 10 autos, mais il faut aller au-delà de ces avions, des hélicoptères de transport, des avions d'entraînement. Il faut aller dans la vraie armée de l'air qu'on est en train de... Mais l'armée, c'est quand il y a une crise, quand on ne souhaite pas qu'il intervienne, mais ce qui intervient régulièrement, quotidiennement, 24 heures sur 24, 7 sur 7, c'est la gendarmerie. Et nous étions, conformément à la législation nationale et internationale en matière de maintien de l'ordre, on a acquis aussi des équipements pour la gendarmerie nationale en fonction de nos besoins de sécurité intérieure. On avait parlé de l'habillement des militaires. Les uniformes. Le 1er novembre, le président avait inauguré l'usine militaire quand l'usine de confection, parce que, pour vous donner une idée, l'habillement c'était en fonction des effectifs et des années de 50 à 150 milliards par an. Alors que maintenant, nous ne dépensons que 10 milliards. Les 10 milliards, c'est pour les pièces de rechange des machines. C'est pour les intrants comme les boutons, les fils, des velcro, mais c'est aussi pour la paye du personnel civil et à l'usine. Alors, ça. La 10 milliards, c'est vraiment une économie. Il y a beaucoup d'économies qui a été faite à bien sûr. Donc, l'usine militaire a été inaugurée et les fonctionnaires aujourd'hui, en moins de 2 ans, chaque militaire, il me voit maintenant, chaque militaire venait a reçu 4 complets. C'est très salutaire. Alors, maintenant, on peut importer les soucis, les bérets, qu'on est en train de faire des recherches sur place avec l'arrivée des jeunes universitaires. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ne plus dépendre de la commande à l'étranger pour quelques articles militaires que ce soit. Très bien, merci pour ces réponses, Monsieur le ministre d'État. En plus de toutes ces actions concrètes, nous savons que vous avez également travaillé sur les réformes administratives et les actions menées également pour renforcer les relations civilo-militaires. Monsieur le ministre d'État, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? J'ai pris au fronton de l'école de guerre à Paris. Vous êtes là pour apprendre à construire l'armée de vos besoins et non de continuer à entretenir l'armée de vos habitudes. Qu'est-ce que ça signifie clairement? C'est une partie du peuple de Guinée qui a une mission de défense de l'intégrité territoriale des personnes et leurs biens.
et contre toute forme de menace, en tout temps et en toutes circonstances. C'est ce que l'ordonnance 23 février 1959 dit, qui a créé l'armée guinéenne et qui a conduit d'année en année, de régime en régime. Ces missions-là sont reconduites automatiquement. L'armée des mers, les territoires, mais les menaces changent, les menaces évoluent. Et il faut adapter notre outil de défense à ces menaces, tant dans son organisation, dans son éducation, dans le recrutement, dans son équipement. Il faut l'adapter aux menaces, aux circonstances et en fonction des parties du territoire qui sont à défendre. C'est pourquoi il faut faire le texte à tout bout, pour ne pas que... Pour les adapter. Voilà, c'est bien qu'on a fait cette année, 2023, 7 décrets qui ont été élaborés et signés par le président de la République. Le premier décret porte organisation, fonctionnement, attribution du ministère de la Défense nationale. Ensuite, l'organisation de l'État-major général des armées, du haut commandement de la gendarmerie nationale, de la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères, les décrets portant structure, fonctionnement, organisation de la préfecture maritime, le décret qui fixe les taux des primes des militaires, c'est-à-dire fonction des spécialités, pour que celui qui est beaucoup plus qualifié puisse avoir cela sur sa solde, ça encourage. Ça crée le mérite, ça crée l'excellence, ça crée la sénilation. Et ensuite, il faut reclasser le personnel sous-officier à des échelles. Comment c'est le civil, hiérarchie A, échelon 1, voilà, dans l'armée, c'est des échelles. Ce qui devrait être déterminé par arrêté, on a fait un arrêté pour faire la structure de fonctionnement de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Légalement, c'est par arrêté que cela doit se faire en fonction de la création de petits unités. Il y a dans le gouvernement républicain des institutions qui sont créées, organisées par décret. Il y a des institutions qui sont créées en application de ces décrets par arrêté jusqu'au niveau le plus bas. Voilà la réforme de l'armée continue. Parce que les militaires là sont des Guinéens. Il faut le savoir. Ils sont éduqués à Guinée. Et les comportements qui sont constatés, ils sont sanctionnés, soit positivement, soit négativement. Alors, c'est là l'un des rôles du tribunal militaire permanent de Conakry, ainsi que les tribunaux militaires des régions administratives de l'Abbé, de Sérékoré et de Kanga. Les relations civilo-militaires, on sait qu'il y a également des avancées à ce niveau. Oui, il y a eu des avancées à ce niveau. Premièrement, le secours du génie militaire à la population, lors de l'incendie, localité qui ont connu des calamités. Il faut savoir qu'il y a eu des régions qui ont été complètement décimées par des inondations, des événements. C'est le génie qui intervient. Il y a eu le cas dans lequel le génie était décimé à Koya. C'est le génie qui est parti parce qu'ils ont des techniques avec des armes pour faire traverser la population. Ensuite, camper sur place pour empêcher les gens de s'aventurer dans la zone. Ensuite, créer soit des possibilités de franchissement ou interdire des passages en créant des caniveaux pour ne pas que l'eau puisse détruire les habitants. Ça, c'est une des actions civiles. Mais ce qui a frappé surtout la population, qui a connu tout le monde, ce qui a connu plus de publicité, c'est l'opération gratuite de cataracte. Alors, on ne savait pas qu'il y avait autant de problèmes ophtalmologiques au niveau
sauf que les moyens sont limités. La ligne opération civilo-militaire est limitée. Et on a pu opérer gratuitement 500 citoyens qui avaient des problèmes de cataracte. Et c'est ce qui nous réjouit parce qu'on voyait la joie de la population qui nous a mandatés et qui nous aide. Ensuite, il y a tous les samedis pour la population civile, mais pour l'armée, c'est continué. C'est le génie qui dégage tous les déchets qui se trouvent chez chaque fois que les sociétés qui nettoient la ville ont des problèmes avec les employeurs. C'est l'armée qui vient assainir la ville. Les dépotoirs, c'est l'armée qui les nettoie. Partout où il y a des bâtiments à risque, c'est l'armée qui les démolit. C'est les ouvertures de route, les assainissements pour l'eau et tant d'autres. Mais aussi, nous avons pensé aux enfants de nos camarades morts au cours après leur service, donc aux orphelins, en offrant des kits aux orphelins et en leur donnant des cours à notre centre informatique. Ça, c'est une des actions civilo-militaires aussi. Mais on a organisé à la veille du 1er octobre une marche cohésion entre la population et ses forces de défense et de sécurité qui a connu un réel engouement au sein de la population parce que ça participe aussi à la prévention des maladies cardiovasculaires. Donc au-delà de ces aspects, il y a les opérations à l'intérieur et à l'extérieur du pays sont un facteur important. Et ça consomme beaucoup d'argent. Premièrement, les opérations à l'intérieur du pays, c'est la surveillance des frontières, que ce soit la frontière aérienne, que ce soit la frontière maritime, les frontières terrestres. Alors, cela se fait par des patrouilles maritimes, à travers des bateaux, pour empêcher les pollutions, pour empêcher le trafic de drogue, pour empêcher les pêches hyéniennes, pour empêcher l'agression du pays. Mais la frontière, les patrouilles aériennes aussi, avec nos hélicoptères et nos ILM qui survolent le territoire national, faire des photos au compte de tous les départements, que ce soit le département des mines, le département de l'environnement, le département du ministère de l'administration du territoire national, le département du ministère de l'agriculture. L'armée travaille au profit de tous ces départements-là. Les patrouilles terrestres, c'est tout le même frontière avec le groupement des forces d'intervention rapide qui longe toutes nos frontières. C'est une unité de l'armée guinéenne qui travaille beaucoup et qui ne se bouge pas, qui, en fonction de ses unités, toutes les frontières, à part les frontières maritimes et aériennes, toutes les frontières terrestres sont patrouillées par cette unité. Il y a le maintien d'ordre qui fait partie des opérations intérieures mais civiles. Il y a la protection des personnes et leurs biens. Nos unités travaillent en collaboration avec la police, la recherche et la protection des personnes vulnérables, et tant d'autres. Ensuite, pendant cet incendie de dépôt des carburants, l'armée a fait effectuer une opération intérieure, comme on dit la grande muette, même si ça ne colle pas à ce que les gens y pensent. L'armée a fourni beaucoup d'efforts. D'abord, ils étaient les premiers sur place. Ensuite, avec les gens de la protection civile qui ont fait un travail professionnel formidable. Et les militaires, ce n'est pas leur spécialité. Voilà, nos pompiers ne sont pas militaires. Et tous les camions militaires que vous voyez, c'est l'armée qui les carburait, c'est l'armée qui les pilotait, qui les stockait, tous les plans, tous les scénarios possibles, l'armée était prête avec tous les camions.
Vous avez vu les débarquements, l'embarquement des dons, les nettoyages, la protection des sites du dépôt d'hydrocarbures. Ce sont des opérations intérieures avec la protection de tous les. Maintenant, au niveau des opérations extérieures, on a pu déployer 21 officiers, ce que les Guinéens ne savent pas. D'abord, au niveau de l'aménagement, on a déjà le reste sur les 650 militaires qui étaient à Guinée, il y a 610 qui sont rentrés. Les 40 sont à Gao pour sécuriser nos matériels qui ne sont pas encore rapatriés par l'ONU. Il faut les soutenir, mais aussi il faut soutenir les gens de la MINUSO, des officiers qui sont déployés au Soudan du Sud, et qui les Guinéens ils ne le savent pas. Ils sont déployés à Abyei, au Soudan, il y en a qui sont déployés au Sahara. Une fois que le ministère des Affaires étrangères, par la voie de la politique intérieure, donne l'engagement de la Guinée à l'ONU dans une résolution, les militaires guinéens reçoivent l'ordre de représenter. Il faut que nous participons aux actions internationales pour plus de visibilité. Voilà, ce sont les opérations extérieures. Il y a aussi des militaires guinéens, des gendarmes qui sont déployés en République démocratique du Congo. Voilà. Et nous avons participé en 2023, avant le retrait de l'aménagement, avec des apprêtages, un nouveau bataillon. Là, c'est celui qui est rentré, mais une compagnie mécanisée, donc avec des enfants mécanisés, qui devrait soit sécuriser la ville de Bamako, sécuriser la ville de Tombouctou. En fonction de la décision de l'ONU, et tout ça s'est remis en cause. Et nous avons cette unité, ces unités qui sont déployées au centre d'enseignement aux opérations humaines de la paix à Kilia, où se trouvent nos infrastructures pour préparer les troupes. En cas de besoin, la Guinée est avec une troupe certifiée, en formation avec les partenaires et qui sont disposés à Kenya. Mais on a participé aussi à des exercices à l'étranger, tels que le Grand Mémo africain au Togo. C'est un exercice international auquel beaucoup d'armées du monde participent. Voilà. Et aussi des exercices en Turquie qui se terminent maintenant à Istanbul, auxquels l'armée guinéenne a participé. Tout ça, ce sont des choses que la population doit connaître. C'est un principe de redevabilité promis par le chef de l'État. Et quand on n'a rien à cacher, on peut tout présenter. Merci, Monsieur le Ministre. Toutes ces actions sont salutaires. À présent, après tous ces acquis, à quoi votre département va s'atteler en termes de perspective? On doit continuer la réforme. C'est une œuvre humaine qui s'exerce sur les êtres humains et dans un domaine en perpétuel changement, qui est la défense, qui est la sécurité. Nous devrons nous remettre en cause. Nous remettre en cause pour mieux faire. Parce que le domaine de la défense est certes, on ne sait jamais. Alors que le peuple croit que nous pouvons tout, que nous savons tout, que nous devons tout faire. Alors, c'est qu'il y a même l'humilité pour dire que cette défense-là, elle nous aide. La constitution de tous les pays prône, en fonction des articles selon les pays, la défense de la patrie est un devoir sacré pour tous les citoyens. Alors, tout le monde doit nous aider, d'abord en nous fournissant des enfants bien éduqués, des enfants sains. Aujourd'hui, nous avons des problèmes de recrutement au niveau de l'armée de l'air. Voilà. Chaque fois, on veut recruter des futurs pilotes,
notre jeunesse a des problèmes. On doit être confronté à des problèmes. Et ça, il faut que nous nous remettions en cause dans les perspectives pour pouvoir, en toute humilité, faire évoluer cet art, faire prendre conscience, éduquer. À l'image de Britannique. Éduquer. Voilà, éduquer. C'est le mot. Ça, c'est les perspectives de la réforme. Les perspectives d'équipement, nous avons le projet de construire, toujours dans mon rêve, un hôpital militaire, un hôpital d'instruction des armées, qui ne dépend pas, qui ne peut pas être supporté par le budget du ministère de la Défense nationale, parce que nous n'avons encore pu y mettre ces 130 à 150 millions de dollars. Mais la Guinée n'est pas près de 150 millions de dollars. Et cet hôpital qui avait été projeté pour 277 lits, tous les services y compris, avec des parties protégées, avec un héliport, s'il est fait, ça va soulager le peuple de Guinée. Ça va diminuer les dépenses d'évacuation sanitaire. Ça, c'est l'une des perspectives. L'autre perspective, c'est de terminer la chaîne de l'hôpital qu'on a fait. On a fait l'hôpital de Mouyali, avec un bon laboratoire, qui a une capacité minimale. Et on a fait l'hôpital militaire de Kansamori. Et c'est tombé à pic, cet incident, cet incendie du dépôt des camions nous a donné raison dans notre vision. On a reçu au départ 51 brûlés, traumatisés, traumatisme crânien, fracture. C'est le seul hôpital. Et heureusement, Ça peut prendre en charge. Aucun décès. Dans tous les pays du monde, la médecine militaire est au-dessus de la médecine civile. Ne serait-ce que les cycles de formation, les équipements de pointe et autres là. Donc ça nous a donné raison, parce que c'est après cet équipement-là qu'on a fait des opérations de 580, qu'on a reçu cet incident-là et qu'on a sauvé plus de 51 personnes victimes de cet incendie. Il faut terminer cette chaîne. D'abord l'échographie, nous avons un radio numérique performant, on a installé un scanner, mais il faut installer l'IRM, parce que l'IRM coûte cher au Guinée. On connaît une idée, ce qui coûte dans les hôpitaux, les cliniques à 1,5 million, au niveau de l'armée, c'est de 500 à 750. Voilà. Mais on a aussi des campagnes d'indigence comme pour l'ophtalmologie à titre gratuit. Parce que de toute façon, on le fait parce qu'avoir le prix des intrants, la continuité, l'entretien des appareils, mais sinon c'est pour le peu. Donc il faut installer l'IRM. C'est l'une des perspectives pour 2020, pour que la chaîne d'imagerie soit complète au niveau de l'hôpital militaire. Ensuite, il faut déplacer l'académie militaire de Camp Alfer, qui a été construit dès l'indépendance. Le général Lansana Conté à son âme est sorti de cette académie. C'est pour dire que la Guinée, en ce moment, 2-3 millions d'habitants, la Guinée a 13 millions d'habitants, on ne peut plus avoir une académie militaire qui ne peut ni tirer. À l'époque, la construction de l'académie militaire, le champ de tir de l'armée se trouvait à Kissoso, qui est aujourd'hui un centre-ville. Et les zones de manœuvre, c'était la forêt d'Anta jusqu'à Somphone à Gare. Alors, maintenant, il faut la déplacer. Il faut construire une école militaire qui peut tenir encore comme des grandes écoles des autres pays pendant 1, 2, 3 siècles, jusqu'à ce que nos enfants disent aussi que c'est petit. Alors les perspectives, ensuite les ouvrages qui ont été réalisés, il ne s'agit pas de faire des bâtiments, des lycées comme ça. Il faut les équiper.
faut les équiper avec les meubles, avec les équipements, notamment les écoles, avec les équipements électroniques, les laboratoires de recherche et autres, et ensuite continuer la réforme par la création, en collaboration avec la GCP, le ministère des Finances, l'inspection d'État, créer un organisme qui peut gérer les unités à rendement au niveau de l'armée. On a actuellement l'unité agricole qui produit des tonnes de riz. On a l'usine militaire qui reçoit des commandes. La tenue des préfets, des gouverneurs ont été cousus à l'usine militaire. Les sociétés minières, les établissements scolaires, ils peuvent passer leurs commandes là. Il n'y a pas de douanier, c'est pas cher comme à l'importation. Il y a la garantie, et puis il y a le recours sur place. Et puis l'utilisation des matériels du génie, l'utilisation des bateaux de la marine, tout ceci doit être dans un cadre. On ne peut pas être détenteur, gestionnaire, et puis contrôleur. Alors, il faut un organisme au-dessus qui puisse gérer ça avec le ministère de la Défense nationale pour faire des recettes, ne serait-ce que pour renouveler ces équipements et pour rendre les services plus performants. Monsieur le ministre d'État, quelle image souhaitez-vous que les Guinéens gardent des hommes en uniforme? Je souhaite que les Guinéens gardent une bonne image des hommes en uniforme, mais cela ne dépend pas des Guinéens, cela dépend des hommes en uniforme. Les hommes en uniforme doivent savoir que l'article qui disait dans l'ancienne constitution, article 21, constitution 2010, la défense de la patrie est un devoir sacré pour tout citoyen. Ceci est un appel de nos aïeux pour nous dire, venez aux armes, venez sous le drapeau pour défendre la terre de vos pères. Mais c'est ceux qui ont répondu à présent, je dis bien à présent, parce que en cas de problème à l'avenir, ceux qui ont répondu, ceux qui n'ont pas répondu, seront mobilisés. Ceux qui ont répondu, qui ont fait don de leur vie, de leur santé, de leur loisir, de leur plaisir, pour défendre leurs compatriotes, il n'y a pas de sacrifice plus noble que ça. Parce que les hommes en uniforme ne salissent pas ces sacrifices pour des intérêts matériels, pour la tentation. Notre mission est plus noble que ça. Celui qui fait don de soi, celui qui passe la nuit arrêté pour que les autres dorment, celui-là, il est de la haute noblesse de la société. Je veux que les militaires guinéens, les gendarmes, les policiers, les marins, les aviateurs, vous voyez ce que le président de la République a fait pour vous en peu de temps. Les casernements, les véhicules, les motos, les tenues, la solde, le ravitaillement, les traitements médicaux. Tout ceci pour que vous vous consacrez uniquement à la défense de la patrie, de sa population, de ses intérêts, surtout de son honneur. Alors, ce que vous devrez retenir, c'est la devise des unités militaires. Votre corps ne vous appartient pas, il appartient à votre unité. Votre honneur, c'est l'honneur de l'unité. Tout appartient à la patrie à partir du moment qu'on est militaire. Seule notre dignité nous appartient. Tout le reste, on a fait don de ça. Alors, je veux que vous respectez l'uniforme, respectez la patrie, que vous n'ayez pas peur de regarder le citoyen dans les yeux. Parce que de sa contribution, vous êtes payé, vous êtes nourri, vous êtes logé, vous êtes habillé. Votre mission est noble et restez noble. Voilà l'image que je veux que les citoyens retiennent des militaires guinéens. Mais comme je le disais, cela dépend du comportement des militaires guinéens entre eux, vis-à-vis de la population civile, vis-à-vis des étrangers. Monsieur le ministre, avez-vous un message particulier? Que vous soyez à Déré, que vous soyez
Bondoufou ou à Niafou, que vous soyez à Zor ou à Guégué, que vous soyez à Kachek ou à Saratou, que vous soyez sur n'importe quelle base de la République, soyez vigilants. Votre devoir est noble, votre devoir est sacré, votre mission est noble au service de la patrie. Nous avons le devoir de protéger et d'assurer la continuité de l'État que nos pères nous ont laissé sous l'égide et le leadership du chef suprême des armées qui ne ménage aucun effort pour changer vos conditions de vie et de travail afin que vous soyez toujours plus forts et plus disponibles, plus équipés, plus performants. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier, Monsieur le ministre d'État. Pour cet autre numéro de votre émission Focus sur les actions du gouvernement, j'aurai comme invité Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense nationale. Merci pour l'attention et à très bientôt.